bienvenue à mon petit vidéo club pour ce 4e numéro où je vais une fois de plus vous parler d'un film qui n'a pas marché. Et alors ce ne sera pas une règle d'or, hein. Un de ces jours je vais forcément tomber sur un truc à cartonner partout, hein. Ça va m'arriver, ça va m'arriver, ça vient. Mais c'est pas pour aujourd'hui par contre. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, j'y ai pensé en faisant la dernière vidéo qui était consacrée à Invisible Man et où j'ai parlé du film de Paul Verhoeven. Et en fait, en enregistrant la vidéo, j'ai également pensé à un autre film qui traite du thème de l'homme invisible et qui, à mon sens, est très intéressant, qui s'appelle Memoirs of an Invisible Man. En français, Les aventures d'un homme invisible. Tout a commencé un mardi du mois de mars. Dans 10 minutes, je serai remis à neuf. Il y a eu un pépin au labo de magnétoscopique à San Andrés. Tout d'un coup, je suis passé d'un profil haut à pas de profil du tout. Un film de John Carpenter, même s'il aimerait bien qu'on l'ait oublié, et qui est sorti en 1992, que j'ai ici en DVD. Voilà. Magnifique. Et c'est un film donc de John Carpenter. Ivan Reitman devait le réaliser en fait. Et il y a eu un désaccord avec l'acteur principal Chevy Chase, qui à l'époque était une énorme star, et donc avec beaucoup de pouvoir. Et ce film était une commande de studio. Chevy Chase, qui devait jouer le rôle titre, avait aussi son mot à dire sur le réal, et quand il a commencé à travailler avec Ivan Reitman, et il a expliqué qu'il voulait que ce film ne soit pas une comédie comme celle qu'il avait pu faire par le passé et qu'il avait rendu riche et célèbre. Donc pas une comédie frontale avec des bons gros gags qui tâchent et rien d'autre. Il voulait que ce soit un film un peu mélancolique, un peu thriller, avec de l'humour donc, mais quelques blagues, mais pas, que ce soit pas le support principal. Et que ce soit distillé avec quelque chose de plus noir, plus sombre. Ils se sont pas mis d'accord, et Chevy Chase a demandé au studio en fait de changer de réal, et de demander en fait à John Carpenter, dont Chevy Chase à titre personnel était fan. Et John Carpenter en fait avait besoin d'argent. Il avait terminé, il venait de sortir en fait des livres qui avaient été un bon gros bide, que j'ai ici d'ailleurs quelque part. Ah oui, il est là. Hop. Voilà. Magnifique. Et donc il a accepté de se lancer dans ce projet avec Chevy Chase, même si ça a été un tournage un peu mouvementé apparemment. For me, it's just like being in a dream, you know. But I'm playing it predominantly with a sense of anger. First shock and fear, and then what have they done to me? Alors moi, donc ce film en fait, il a coûté 40 millions de dollars, et ça a été un bide terrible. Il a rapporté 14 millions de dollars, donc catastrophe. Voilà, on a l'impression que je refais la vidéo de Condorman en fait, mais non, pas du tout. Voilà, un énorme bide, et en fait les gens n'ont pas du tout accroché à ce film. Ce film n'a réellement pas rencontré son public, ni le public de Chevy Chase en fait, qui a pas bien compris, je pense, pourquoi tout d'un coup c'était plus la gaudriole à volo, et ni le public de John Carpenter, qui a trouvé sans doute que c'était pas assez sombre, pas assez bourrin, enfin, ou même qui a pas compris tout simplement pourquoi John Carpenter fait un film avec Chevy Chase, quoi, qui était donc voilà issu d'un tout autre milieu cinématographique. Et de mon point de vue, c'est bien dommage, parce que en fait ce film pour moi est très réussi. Donc en fait l'histoire, c'est celle d'un analyste financier qui se rend c'est un laboratoire de recherche, à une conférence en fait sur un très grand chercheur, et qui
va d'ailleurs croiser une femme à cette réception, à cette soirée dont il va tomber fou amoureux. Suite à ça, il va bon, la draguer un petit peu, etc. Puis s'endormir comme un con quelque part dans le bâtiment, je vous raconte pas. Et pendant ce temps-là, des expériences sont menées dans les laboratoires, etc. Et un incident terrible va se produire et toute une partie du bâtiment va être atteinte par les répercussions et devenir invisible. Lui, il s'était endormi et il était dans le mauvais secteur du bâtiment et donc celui qui est devenu invisible. Donc il est devenu invisible également. Mais alors, une des originalités de ce film, c'est que l'homme invisible n'a pas souhaité le devenir. Et, mais même à un moment à s'en rendre compte. Et c'est donc c'est à la fois et c'est là en fait pour moi l'idée vraiment de génie. Alors l'idée de génie, elle est ni de Chevy Chase ni de John Carpenter. Elle est adaptée d'un roman, d'un best-seller qui est sorti en 87 de l'écrivain Harry F. Saint. Et dont en fait ils ont acheté les droits et qu'ils ont adapté, mais vraiment en y touchant très peu, et qui mélange extrêmement bien une sorte d'humour un peu amer à chaque fois, et avec une forme de mélancolie qui s'installe au fur et à mesure qu'il réalise que sa vie ne peut plus être comme avant, et un côté vraiment thriller que moi je trouve très réussi. Donc il y a vraiment un mélange d'introspection, presque de drame en fait, quand cet homme réalise qu'il est victime complète d'une catastrophe, quoi, et puisqu'il a rien demandé. Et en même temps, par-dessus cela, il devient la cible de la CIA qui réalise, qui constate en fait donc qu'un individu est devenu invisible et doit bien sûr absolument les mettre la main dessus pour pratiquer 1000 tests et puis le garder secret, etc. Enfin bon. Donc lui va se retrouver obligé de s'enfuir très rapidement, de se planquer, et il va en même temps enquêter pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et parallèlement à ça, il y a donc cette femme dont il est fou amoureux et dont il va essayer de se rapprocher pour obtenir de l'aide. Donc c'est un film qui va quand même assez vite. Donc le découpage du film est absolument excellent. Même si au jour d'aujourd'hui, John Carpenter, c'est vraiment un film dont il n'est pas fier. Enfin, mais il n'est pas fier, je pense, surtout des conditions dans lesquelles ça s'est fait, puisque c'est un film de commande qu'il a accepté parce qu'il avait vraiment besoin d'argent et d'un succès commercial. Alors, il s'est vraiment viandé total, puisque le film a fait un four. Et on sent dans les interviews où il en parle qu'il est vraiment amer, en fait, il ne s'est pas relevé de ce truc. Et bon, John Carpenter, moi c'est vraiment un de mes réals préférés. Mais c'est un type assez space quand même, faut être honnête. Et je pense qu'il est un peu de mauvaise foi sur ce film quand il en parle, parce que il est dégoûté que ça a été un four, quoi. Donc voilà, d'ailleurs on voit bien dans les interviews qui ont eu lieu lors du tournage qu'il était extrêmement fier en fait, de bosser avec Chevy Chase, qui était quand même assez loin d'être un con et qui était une énorme star et vraiment pas mauvais acteur. Et en plus qui était fan de son boulot, donc il était vraiment, il n'y avait pas de conflit, quoi. Ils étaient tous les deux heureux de bosser quand même, sachant que bon, c'est un film de commande, mais c'est bon, c'est quand même c'est un film délirant sur l'homme invisible. Enfin, on n'est pas, c'est pas non plus une anomalie dans la cinématographie de John Carpenter. There are a lot of surprises in the film, but the biggest surprise will be Chevy Chase. He will be extraordinary in this movie, and there will be, yes, lots of special effects, but I think the story is really the best thing. I've never worked with a director as good as he is for knowing everything about camera, everything about how I should behave as a character. He knows everything about every lens. Alors les effets spéciaux, ils sont étonnamment réussis encore aujourd'hui quand on les regarde. Beaucoup de bonnes idées en fait dans les trucages. Un parti pris qui est assez audacieux, qui est lié au fait que Chevy Chase était une énorme star et qu'on ne pouvait pas faire un film où il serait invisible tout le temps du film, puisqu'on ne le verrait pas. Donc en fait, il y a beaucoup de scènes où il est
invisible, mais où selon différents jeux de réalisation, on le voit, on voit l'acteur faire quelque chose, puis tout d'un coup, la caméra va changer d'angle et on va voir exactement le prolongement de cette situation, mais cette fois-ci, il est invisible réellement, quoi. On ne le voit pas. Donc c'est assez habile parce que du coup, ça nous rend beaucoup plus proche de lui, évidemment. Et il y a aussi la voix off. Alors moi, il faut savoir que moi, les voix off dans les films, j'ai beaucoup de mal. C'est un truc, je trouve ça très pénible. Euh, et là, c'est un des très rares films où je trouve que la narration en off est très agréable, totalement bien dosée, vraiment superbement bien écrit. Mais bon, une fois de plus, c'est pris du roman qui est à la première personne, donc ça explique un petit peu pourquoi ça passe si bien. Mais c'est très très prenant et ça enclenche vraiment une empathie pour ce personnage qui va se prolonger tout le long du film et où on est vraiment par moments ému, enfin, ou angoissé, enfin voilà. I've always wanted to do an Invisible Man picture. He did Starman, he did Escape from New York, he did Halloween. He has an extensive background in thrillers and in science fiction-oriented pictures. J'ai vu que beaucoup de critiques sont assez dures avec ce film, mais un certain nombre lui reconnaissent quand même de bonnes qualités, et notamment le fait que c'est vrai que le personnage interprété par Chevy Chase est particulièrement attachant. Alors je disais tout à l'heure que le scénario était de bonne qualité, il est donc tiré directement d'un très bon roman, mais le mec qui a bossé dessus, c'est pas non plus n'importe qui, puisque c'est William Goldman, qui en fait est un écrivain et un très bon scénariste, et qui avait fait d'ailleurs juste avant de travailler sur ce film de Carpenter et Chevy Chase, le scénario de Misery, donc l'adaptation du roman fabuleux de Stephen King, qui deviendra un film fabuleux d'ailleurs. Et juste avant, il avait bossé sur le scénario d'une comédie avec Schwarzenegger, Jumeaux. Voilà, excellent film aussi, enfin excellent film. Vraiment, là c'est vraiment la comédie, mais bon, moi j'adorais. Et voilà, donc c'est vraiment beaucoup de gens talentueux ont bossé sur ce projet, et il s'est totalement ramassé. Et on se demande si c'est pas le karma, quoi, parce que franchement, moi quand je le regarde aujourd'hui, je vois vraiment un bon film. Alors faut voir que d'ailleurs, je pense que sur le DVD c'est pareil. J'ai vu que John Carpenter, lui, il a pas du tout assumé le truc, et à tel point que il semblerait que même quand le montage a été fait, etc., il a demandé à ce qu'il n'y ait pas marqué son nom, alors que d'habitude il avait marqué à chaque fois John Carpenter et en dessous le titre du film. Et sur celui-ci, d'ailleurs, vous voyez la jaquette du DVD. Non, il n'y a pas son nom. Non, même pas en tout petit, non. Non, il n'y est pas, non, je cherche pas. Et voilà, et sur les affiches de films, quelles qu'elles soient, je vais vous en mettre une ou deux, vous verrez que son nom est minuscule, en tout petit en bas, enfin on dirait qu'il a juste genre servi le café, quoi. Enfin, c'est vraiment, il assume pas du tout, quoi. Alors que par contre, quand même, je veux pas casser, mais bon, je l'aime tellement, John Carpenter, bref. Je lui dois quelques-uns de mes films préférés de tous les temps, hein, donc je dis ça pour ça. Hein. Mais là, par exemple, quand même, il a quand même fait ça. Alors là, par contre, visiblement, là, il était très fier. Oh là là, c'est énorme. C'est presque aussi gros que le titre. Hein. Et je suis désolé, mais ça, pour moi, c'est quand même un navet, mais c'est un vrai navet, quoi. Donc voilà, bon, les mystères de Lego de nos stars préférées. Voilà, ce sera tout pour ce numéro de mon petit vidéo club consacré donc aux mémoires d'un homme invisible, les aventures d'un homme invisible en français. Donc moi je vous conseille de le voir, ou même de le revoir, si comme moi vous l'aviez vu quand vous étiez gosse. Moi je l'ai vu, ouais, je devais être jeune ado, sorti en 92, c'est là que je l'ai vu en fait, je pense. Et puis après, j'ai dû le revoir 2-3 fois, et puis il n'y a pas très longtemps, je l'ai pris en DVD. Voilà, une très bonne surprise, un film qui a énormément de charme, et
et qui voilà, n'a pas eu le succès que je pense franchement il méritait, parce que elle avait vraiment pas de quoi rougir. Voilà, c'est tout, et puis je vous souhaite bon courage dans le confinement qui n'est toujours pas terminé, qui n'a pas l'air de vouloir se finir prochainement.